Comme tu sais, Frank, quand le bouton est rouge, c'est qu'on est en onde. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Pierre? Ça va super bien. Je suis content de t'avoir sur le plateau. J'aime toujours ça, jaser d'histoire avec toi. Puis aujourd'hui, j'ai une grosse bombe, là. J'ai un gros pan d'histoire pour toi. Donc, attache ta tuque. On va parler du 20e siècle. On va parler du 20e siècle pour deux raisons. Je trouve que le monde va mal. Ça allait pas mieux dans ce siècle-là. C'est justement, c'est que le 20e siècle, il est décrit par Eric Hobsbawm, un grand historien du 20e siècle, comme étant l'âge des extrêmes. Puis, ben, j'ai l'impression des fois dans un âge des extrêmes. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer le temps dans le temps puis le temps d'aujourd'hui. Ouais. Puis il y a une autre raison pour laquelle je voulais parler du 20e siècle avec toi, c'est parce que je sais que toi, Frank Mal, t'es un tripeux. Puis tu tripes sur bien des affaires, mais s'il y a une chose sur laquelle tu tripes historiquement, c'est bien le 20e siècle. Ouais, une des raisons, c'est pourquoi je suis content de l'enseigner à ce niveau-là aussi. Là. Ben oui. Puis là, au moment où est-ce qu'on se parle, toi, tu es en train de faire ta maîtrise aussi. Là. Oui, justement, pour avoir tous les brevets, en tout cas, en lien avec l'enseignement, mais ma spécialisation est en lien avec la politique et l'histoire, puis je continue à aller dans ce sens-là. Ben, je t'encourage à aller dans ce sens-là. Mais moi, ce qui me rend curieux par rapport au 20e siècle, c'est qu'est-ce qui t'a poussé vers cette période-là de l'histoire? Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit un jour, j'en veux plus de ça? Je pourrais dire que un des aspects qui est intéressant du 20e siècle, ben, c'est justement qu'on a une belle invention qui existe qui s'appelle le cinéma, puis qui nous donne une belle fenêtre. Puis il y a deux moments clés dans l'histoire du 20e siècle qui sont la première et la Seconde Guerre mondiale. Ben, on a une pléthore de films. On a des acteurs qui ont personnifié Saving Private Ryan. Ah oui, quel classique. Il faut sauver Soldat Ryan. Moi, on dit que c'est bon, ce film-là. T'écoutes ce film-là, tu vis la bataille de débarquement de Normandie à Omaha Beach, puis tu te poses des questions, tu te dis comment ces gars-là ils ont pu vivre ça. Puis là, c'est là que la curiosité embarque. Ça a quelque chose de très réel aussi, ça doit aider à te rendre curieux. Justement. Ouais. Alors que quand, je fais une parenthèse, quand j'enseigne par exemple la Grèce antique ou la Rome ou l'époque néandertale à des jeunes, par exemple des jeunes élèves, eux, ils ont de la misère à se représenter. Ce contexte historique-là dans leur tête, c'est abstrait. C'est très loin. Tu sais, les pyramides, c'est des amonts de pierre qui ont été construits C'est des gros triangles dans le désert. dans le désert, 3000 ans avant Jésus-Christ, puis les autres, ils trouvent ça aussi pas vraiment intéressant. Ouais. Alors que quand on arrive avec l'époque du 20e siècle, c'est que l'accès à des images, des films, de la documentation, ben, ça permet de se sentir un peu plus en lien avec l'histoire, d'une certaine façon. Ben, tu sais, quand on dit une image vaut 1000 mots, un film en vaut probablement 1 million. Oui. Parce que... C'est 24 images secondes, on s'imagine. Ben, c'est ça, avec Saving Private Ryan, je pense que ça a eu un effet quand même similaire chez moi. Tu sais, je vois ça, puis je me dis... Il y a des moments là, dans le film où je me dis, on dirait quasiment que l'action s'est déroulée là, pour vrai. On dirait quasiment que c'est un documentaire dans certaines scènes. Puis ça, c'est parce qu'il y a eu un splendide travail de recherche historique derrière. Notamment pour le débarquement de Normandie. C'est épique à quel point ça donne froid au dos de voir ces scènes-là. Puis je pense que tu as vraiment raison quand tu dis que c'est ce qui fait que c'est plus facile de se connecter au vécu des gens de cette époque-là versus les bâtisseurs de pyramides ou les premiers voteurs de la Confédération des États américains ou ben plein d'autres personnes qui ont vécu avant, c'est qu'on les voit pas en action. Puis c'est très difficile de rendre compte de la vie de quelqu'un que tu n'as pas vu, que tu n'as pas rencontré, puis que tu as lu à travers des sources qui demandent beaucoup d'interprétation. Oui, justement. Mais, tu sais, aussi ce qui arrive au 20e siècle en vieillissant, c'est de prendre conscience que c'est des grands changements qui se sont faits au niveau de l'humanité. OK, autant qu'on a fait dans le 20e siècle, on a battu les records au niveau des atrocités, des horreurs de la guerre, des drames humains, c'est énorme. Mais aussi, on a fait des développements, des progrès qui sont à un autre niveau. Juste voir, on quitte le 19e siècle. Je veux dire, on quitte le 20e siècle. On commence le 20e siècle. On arrive à quand même encore des vestiges d'anciennes sociétés. Hein? Il y a encore des rois, des monarchies. On a des empires coloniaux.
tout ça la plupart vont être tous mis à la hache après la Première Guerre Il y a mondiale. 4 gros empires qui ont existé pendant des siècles Oui. qui meurent après la Première Guerre mondiale. Bye l'Empire ottoman, Oblitéré. bye l'Empire allemand, bye l'Empire russe, bye l'Empire austro-hongrois. On arrive avec des nationalités. Plein de nouveaux pays aussi. Oui. Des pays qui n'ont jamais existé de façon indépendante, qui étaient là comme des régions, comme des entités administratives, mais jamais comme pleinement souverains. Oui, carrément. Ça, c'est déjà un genre de pas en avant. On voit que là, on développe des idées comme un système plus démocratique. On a eu l'idée de la SDN, ainsi de suite, après la Première Guerre mondiale. Des belles utopies, un peu, je plate à dire utopie parce que c'est ça, parce que jusque-là, c'était des utopies. Une véritable démocratie, dans le sens le plus propre du terme, c'était la ludie, ou en tout cas l'idylle des bien-penseurs sur leur sofa avec leur verre de cognac dans les mains. Ah, oui. Puis ça a été un peu, disons, difficile à atteindre. Hein? Puis l'idée de mettre l'utopie sur place aussi, ça s'est fait dans d'autres extrêmes parce que là, avant, dans les anciens régimes, quand je parle de ça, c'était un peu avant l'idée que l'aristocratie est au sommet. On avait la majorité de la population qui était en bas de la couche et il y avait la royauté au-dessus. Mais quand c'est ce genre de régime-là, ça disparaît. Là, on arrive avec une société plus pluraliste, avec des classes sociales un peu différentes. Là, pour une fois, on a des gens qui ils ont pu partir pauvres, ils ont pu réussir à monter. C'est pas tout le temps d'ailleurs le cas, mais aussi, il y a une effervescence au niveau des idéologies. Ça, c'est un nouveau changement. Fait que le 20e siècle, au niveau des idées aussi. C'est carrément ça. Idéologie, l'un facilite l'autre, l'un devient l'autre, l'un est l'autre à bien des égards. Oui, puis dans le 20e siècle, ces changements-là vont s'opérer avec... Là, on a des idéologies qui vont apparaître. On a vu comme l'expansion du communisme, les idéologies fascistes. On a vu que c'était des courants qui sont, même encore aujourd'hui, pourquoi des fois, on aime ça regarder dans le passé, on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe, les événements d'aujourd'hui dans le passé. Puis c'est là que le 20e siècle, ça peut donner pas forcément toutes les réponses, mais ça peut nous aider à mieux comprendre ou expliquer des phénomènes aujourd'hui en lien avec ces événements-là qui se sont produits dans le passé. Quand je parle d'idéologie, ben, c'est directement lié aussi un peu avec la Seconde Guerre mondiale. Si des personnages comme Adolf Hitler ou Joseph Staline se sont rivalisés un peu leur sphère d'influence dans le monde, le conflit était tellement violent à cause de leurs idéologies que ça a donné un peu ce combat titanesque-là qu'il y a eu. Moi, je pense qu'on peut voir dans Hitler et Staline pas seulement une cause de grande souffrance, mais aussi le symptôme de grande souffrance ou de grands problèmes qui existaient à leur époque. C'est pas pour enlever la responsabilité de leurs actions historiques qui sont très répréhensibles, mais du côté de Hitler, ce qui mène Hitler au pouvoir, c'est la désillusion d'une bonne partie de la société allemande par rapport à ce qu'elle s'est fait promettre, par rapport à la propagande d'État qui lui a dit qu'elle n'a pas perdu la guerre et pourtant qui doit subir la défaite, qui subit en même temps les progrès d'une industrialisation extrêmement rapide qui laisse beaucoup de gens un peu sans réponse. C'est aussi l'assaut du monde séculaire contre le monde religieux qui prive les moins nantis de raisons faciles ou en tout cas à basse résolution pour expliquer leur misère. Staline, je le vois comme étant un symptôme de son époque, comme étant une des incarnations possibles des préceptes du marxisme. Puis je dis ça parce que il y a eu une entrevue entre Staline puis l'écrivain, je crois, britannique Orson Welles. C'est le gars qui a écrit La Guerre des mondes. Ouais. Ce gars-là, c'était un socialiste convaincu, mais en même temps, il avait un petit côté sceptique. Il a fait la guerre d'Espagne, justement. Oui, ça a de quoi rendre quelqu'un sceptique, ça là. Oui. Parce qu'il y a aussi George Orwell qui est en guerre d'Espagne. Puis lui, il n'y a pas des mots gentils ou en tout cas très positifs par rapport au socialisme en général à cette époque-là. C'est-à-dire le socialisme pratiqué par l'Union soviétique. Ouais, j'inviterais les gens à lire La ferme des animaux. Ils vont peut-être mieux comprendre. Ou même 1984, qui d'ailleurs est aussi un livre écrit par George Orwell. 1984, au départ, c'était censé être 1948.
Parce que Orwell voulait décrire l'Union soviétique, sa maison d'édition lui a dit non, on va pas s'embarquer là-dedans. On veut pas déclarer une guerre comme ça, on veut être publié, nous, tu comprends? Et puis en 1947-48, on craint en fait la Troisième Guerre mondiale. Ah oui. Et puis on la craint coûte que coûte. D'ailleurs, une bonne partie de la guerre froide se base sur l'entente entre trois grands chefs, entre le président américain, le premier ministre britannique, puis le secrétaire du Parti communiste, le secrétaire général du Parti communiste, qui est Staline à l'époque, que s'il y a un autre conflit, tout le monde va être à terre pendant très, 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 très longtemps. Fait que c'est ça. Pour en revenir au début de cette digression-là, mais excuse-moi pour la digression, Hitler et Staline représentent littéralement l'idéologie qui domine dans leur société, qui se fait prêter des ailes finalement par un climat politique et économique qui est très difficile, particulièrement en Allemagne. En Union soviétique, c'est un petit peu différent parce que la révolution socialiste a quand même foutu par terre les bases économiques qui se développaient quand même assez bien vers les dernières années de la monarchie. Bon, oui. De toute façon, on vient de parler d'Hitler et de Staline. Puis la Seconde Guerre mondiale, qui a été enclenchée avec Hitler et ses ambitions. C'est le conflit qui a été le plus violent de l'humanité connue. C'est pas pour rien que ça l'a tellement marqué. Il y a eu aussi les pires excès au niveau, on parle de la Shoah, on a vu des meurtres de masse, mais au niveau industrialisé. On a eu aussi accès à la pire arme qui pourrait mettre fin à toute l'humanité, c'est-à-dire l'arme atomique. Gros changement qui s'opère. Mais quelque chose que je trouve bien dans cette période-là, au niveau du 20e siècle, c'est parce que ça l'a pas juste frappé aussi au niveau des mentalités, mais ça a aussi aidé au niveau comment ça l'a imprégné aussi au niveau de la culture. Puis sur ça, des fois, j'aime ça faire un parallèle parce que je crois qu'une belle fenêtre pour comprendre le 20e siècle, c'est de faire un survol au niveau de la musique, du cinéma. De voir un peu les ambiances. Par exemple, une période que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser, puis ceux et celles qui s'intéressent, disons, par exemple, au mouvement Black Lives Matter, au mouvement progressiste des femmes, et ainsi de suite, c'est vraiment des mouvements qui ont pris de l'ampleur au 20e siècle. Le droit civique des Afro-Américains dans les années 1960. Parce qu'ils ont fait la guerre. Justement. Parce que ce sont des vétérans. Oui, et puis aussi, il était encore exclu de la société américaine dans bien nombre d'États. La ségrégation, elle existait. Ils ont, tu sais, puis comme tu me disais, oui, il y en a, ils ont été combattre pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en revenaient, puis ils étaient traités encore comme des citoyens de seconde zone. Mais quand je veux faire un lien avec la musique, écoute, du blues. Tu vas voir dans leurs paroles, tu vas voir dans l'ambiance, tu vas comprendre OK, attends une minute. Le swing, tu sais, le rock and roll qu'on doit à Elvis Presley, mais c'est souvent aussi partie de gospel, de la musique de noir, des Afro-Américains. C'est maintenant, comment je pourrais dire ça, une banalité bien acceptée que l'inspiration d'Elvis vient des groupes évangéliques. Ah oui? Ouais. Puis, est-ce que tu dirais que dans le fond, c'est pas du tout un hasard là, si après la Deuxième Guerre mondiale, le blues devient mainstream, le swing devient mainstream? Non, je crois pas. À chaque fois que ce qui était quelque chose qui était déjà vu comme, tu sais, comme les gens qui écoutaient du jazz, c'était vu comme des rebelles. À un moment donné, c'est venu comme, tu viens de le dire, mainstream ou conforme. C'était tout à qui allait pousser la limite. Puis un peu comme dans la société, à un moment donné, le rock and roll rentre en scène. Mais c'est un peu aussi dans les mêmes années qu'on arrive dans les années 60, mai 68, des changements de valeurs qui s'opèrent. Là, tu as d'un coup la société qui évolue à un autre niveau. Ouais. C'est fou de voir à quel point la société a changé vite dans ces années-là. Oui. Puis, tu sais, sachant que tu passes d'une société relativement conservatrice aux opportunités relativement limitées, encore en train de se remettre du lendemain de veille de la Deuxième Guerre mondiale à un milieu où est-ce que pour la première fois, depuis pas mal toute l'histoire de l'Ouest, des étudiants, des enfants peuvent faire leur vie de jeunes adultes indépendamment de la volonté de leurs parents. Moi, je pense que les années 60, ça marque une frontière culturelle sans précédent dans l'histoire. Jamais, jusque dans les années 1960, tu as autant de gens capables d'aller à l'université pour eux, sans le consentement ou l'autorisation ou l'accompagnement de leurs parents. Et je vais aller plus loin. Jamais il y a eu autant d'opportunités de
de changer de strate sociale dans l'Ouest, en tout cas, dans les pays les plus développés de cette époque-là, que dans les années 1960. C'est la plus grande explosion de fréquentation à l'université de tous les temps. Ça se passe en 1960. C'est pas dans les années 2000, c'est pas dans les années 1980, c'est dans les années 1960. Évidemment que ça crée une conscience de classe. Ouais. Évidemment que ça crée une conscience d'être un étudiant qui a un avenir devant soi, qui est maintenant libéré de la tutelle de ses parents, parce que, ben, on vient tous de sociétés archaïques, même dans l'Ouest. Puis, en 1940, dans la plupart des foyers nord-américains puis européens, un enfant de 18 ans ne décide pas tout simplement de quitter son village. Statistiquement, les chances que ça puisse arriver sont pas mal contre lui. Aujourd'hui, c'est pas mal différent. C'est le contraire, en fait. En tout cas, dans les pays les plus avancés, où est-ce qu'il y a plus d'opportunités, qui tendent à être pas mal des sociétés anglo-saxonnes ou en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest. C'est difficile comme analyse parce que chaque fois que tu t'intéresses à une mouvance ou un mouvement comme ça, il faut comme que tu circonscrives l'espace dans le temps, puis c'est toujours un peu difficile. Oui, surtout que là, à un moment donné, ça vient des débats, même après, avec des sociologues, comprendre les phénomènes sociaux. Donc, en histoire, c'est un peu de regarder les faits, les mettre en relation avec les événements, mais mon but, c'est pas déjà c'est de le comprendre, d'essayer de l'expliquer. Mais j'embarquerai pas dans l'aspect un peu théorique la chose. Sinon, ça vient aussi... on va s'ennuyer, là, disons-le bien franchement. On va juste s'ennuyer. C'est pas le propos. Toi puis moi, tout ce qu'on veut, c'est voir à quel point le 20e siècle, dans le fond, il est pertinent. Ben oui. Puis on pourrait en parler pendant très longtemps. Juste pendant qu'on parlait, là, j'ai pris des notes tantôt. Je me dis, la Deuxième Guerre mondiale crée le monde moderne. Le monde moderne dans le sens qu'on le connaît puis qu'on habite. L'État-nation, la démocratie comme principe normal, comme principe normatif. Oui. D'autres éléments aussi, la création des Nations Unies, même si on a encore des critiques envers de cette organisation-là, je ne veux pas être plate, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, une guerre de grande ampleur comme la deuxième, il n'y en a pas eu. Il y a eu la guerre froide, il y a eu des divisions entre des blocs, mais il faut voir aussi, ça a été une période intéressante au niveau de l'effervescence des luttes nationales. Il y a beaucoup de pays qui ont pris leur indépendance. C'est par le processus de la décolonisation. On parle de mondes différents. C'est quand même particulier parce que là, on parle de mouvements sociaux, on parle de progrès, mais ça s'est fait rapidement qu'on en a parlé. Puis c'est pour ça que des fois, j'invite tout le temps les gens à s'intéresser à l'histoire, mais à s'intéresser à la musique puis au cinéma, voir, parce que c'est deux éléments culturels qui sont d'une fenêtre sur ces périodes-là. Comment on peut les voir ou les analyser? Alors, regarde un film de James Bond qui s'est fait dans les années 60, comme Goldfinger, puis regarde un James Bond aujourd'hui, on va le voir. Par exemple, juste au rôle de la femme. Oui, ben c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, aujourd'hui, un film de James Bond des années 60 est pratiquement impubliable. Et je dis ça en sachant que c'est pas vraiment un mot, mais je sais que les gens vont comprendre. Je veux dire, le degré de machisme qu'on voit dans ces films-là, l'objectification est sans fin. Oui. Fait que, tu sais, on sait que c'est des films qui se feraient pas aujourd'hui, mais tu sais, c'est pas assez, en fait, pour parler de l'incongruité de ces films-là aujourd'hui. C'est des films qui, aujourd'hui, pourraient se faire annuler, sur des raisons parfaitement compréhensibles d'ailleurs, s'ils étaient partagés sur bien des réseaux. T'sais. Il y a beaucoup de place parce que ces films-là ne pourraient plus paraître aujourd'hui. Non, c'est ça. Ça se comprend. Carrément, parce que il y a des idées aussi qui ont avancé, qui ont progressé aussi à ce niveau-là. Mais il y a d'autres choses aussi qui font que les films de James Bond sont intéressants. Ça fait déjà une couple de films, là, surtout avec Daniel Craig et les derniers films de Pierce Brosnan, qu'on s'est éloigné des livres originaux de Ian Fleming, dans lesquels le film s'adapte aux soucis géopolitiques de son époque. Tu sais, avec Skyfall, tu avais le terrorisme digital. Avec Casino Royale, tu avais une bande d'Illuminati illuminés dans des sociétés secrètes qui dominaient le monde puis qui s'emparaient des ressources naturelles. Et puis, dans Casino Royale, ça, c'était un retour à Ian Fleming, fait que ça compte pas.
Puis après ça, t'as eu quoi? T'as eu le dernier avec Rami Malek, que j'aime vraiment beaucoup, qui joue Saphir, le méchant avec le visage brûlé, Mhm. qui lui fait du bioterrorisme avec des nanocellules. Tu sais, c'est comme ça reflète les soucis de son époque. Puis c'est là que ça devient Mhm. intéressant de regarder les James Bond des années 50, 60, 70. Oui. Parce qu'on voit cette évolution-là aussi. Mhm. Un peu dans la même ordre d'idée, même quand on regarde les films d'histoire de l'époque, pourquoi d'un coup, ce qui est dommage, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est autant que c'est un conflit très violent, je te garantis, essaye de me trouver une cinématographie assez juteuse de cette période-là. Il n'y en a pas tant que ça. Puis même les films qui vont sortir, ça va tout le temps être centré aussi sur la guerre de tranchées. Mais tu sais, un film qui se passe Ouais, en... la Première Guerre mondiale, c'est surtout cinématographiquement la guerre de tranchées. Pense à Oui, 1917, le dernier oui. film, un des derniers films de Christopher Nolan, parce qu'il est tellement proactif. Oui, mais carrément. Mais c'est Ouais. ça, c'est dans l'imaginaire, mais il y a bien des théâtres d'opération qu'on ne pense pas. Ouais. Pourtant, la guerre civile russe, on pourrait faire des films là-dessus, ça serait assez malade, ou une série. Il y a comme un autre côté un peu de l'intérêt. La guerre civile chinoise aussi, c'est quelque chose. Puis il faut s'intéresser au cinéma international pour voir des productions. Euh, les- Une autre affaire aussi, je pourrais faire un lien avec d'autres des éléments de culture. Quand on regarde le cinéma japonais, tu sais, Godzilla, pourquoi ça a été créé? Ben, c'est la peur de l'arme atomique. Ouais. Qui ont mangé, c'est le seul pays, excusez de dire ça de même, mais qui ont reçu 2 bombes atomiques. On s'entend que ça a fait une psychose nationale là-bas, versus nos pays. Puis pour ça, on en regarde dans les mêmes années, nous autres, dans les années 50, les films, ben, c'était tout le temps des films d'extraterrestres ou avec des éléments, mais tout était radioactif. Tout est radioactif parce que l'arme nucléaire arrive et avec ça Oui, arrive cette nouvelle conscience des capacités destructives sans aucun précédent, mais en fait renouvelées de façon cosmique de l'humain. Dans les années 60 aussi, là, t'as mai 68 qui arrive, oui, t'as cette génération-là d'étudiants qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sont capables d'avoir une bonne position économique indépendamment de leurs parents. oui. Puis évidemment, c'est une minorité, on s'entend que c'est une minorité, mais cette minorité-là est très importante par rapport aux autres minorités, si on veut. Puis même, puis parlant d'effervescence des années 60, autant que c'est le droit civique des Afro-Américains, on parle de l'effervescence des étudiants. En relation avec ça, c'est la guerre du Vietnam, qui est un conflit Ouais. qui, même si c'est les États-Unis qui essaient d'empêcher que le nord du Vietnam envahisse le sud, Ouais. ben, ça avait quand même polarisé les opinions au point que dans le monde, les gens faisaient des manifestations, étaient contre ça. Puis là, on voit que C'est les là gens... que je voulais aller justement avec C'est mon ça. exemple parce que Mhm. tu as le mouvement anti-atomique, tu as des mouvements étudiants avec des revendications sans précédent, puis qui sont capables de s'affirmer indépendamment de la tutelle de leurs parents pour la première fois, plus le mouvement anti-guerre. Fait que tu as le temps et les ressources de l'étudiant qui a des véritables perspectives de travail hors de son foyer, puis tu as le mouvement anti-guerre, puis tu as le mouvement anti-nucléaire. Puis ça va faire boule de neige. Oui. Ça va avoir une énorme influence dans les partis politiques de gauche. Ah oui. Puis nécessairement, parce qu'il y a une danse entre la gauche et la droite, ça va affecter le discours de la droite d'une façon qui est peut-être moins facile à mesurer, mais ça va s'ancrer profondément dans le discours public. Oui. Puis ces phénomènes-là, ben, une chance qu'il y a eu lieu. Puis ça a démontré aussi que, pour une fois, les mouvements populaires, juste faire une petite parenthèse, c'est les personnes comme Adolf Hitler ou les personnes dans ces années-là pensaient que la masse était stupide. Ils pouvaient la balayer, la manipuler, et ainsi de suite. Mm-hmm. J'ai bien l'impression que depuis, comme on voit les années 60, c'est pas ça. C'est que des mouvements populaires peuvent changer l'histoire sans avoir besoin d'avoir le grand leader qui suit ou leur fait des discours. Je pense que collectivement, les gens, là qu'on leur donne les moyens de l'éducation, accès à des droits, ben, puis qu'ils peuvent s'exprimer, je pense que ça peut faire bien plus avancer. Puis là, c'est là qu'on le voit depuis ces années-là. Hein, il me semble que les idées ou les progrès n'arrêtent pas. Après ça, on arrive à les droits des mouvements LGBTQ. On arrive à... là, aujourd'hui, on est avec les droits des trans, mais comprenez, c'est tout un effet de domino. Il fallait comment que le mouvement part quelque part, puis d'un coup, on arrive tout le temps... Ça va être dur de reculer en arrière maintenant. Mais est-ce que tu es en train... Dans le fond, pour bien comprendre, ce que tu me dis, c'est qu'essentiellement, tu es un grand optimiste. Pour Oui, toi, oui.
le 20e siècle a démontré qu'à travers des décennies de carnage, de destruction impondérable, il y a eu un progrès, puis que ce progrès-là continue, puis qu'on a la chance de voir ce progrès-là continuer. Oui. Avec l'accès à, disons, l'égalité de groupes qui étaient marginalisés jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu penses que ça peut continuer, dans le fond. Est-ce que tu as le même optimisme pour le futur, pour notre avenir à nous? J'espère que oui, dans la mesure que c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie, ou ce qu'on a eu récemment avec les camionneurs à Ottawa, on voit qu'il y a des discours, il y a des gens qui sont un peu plus enfermés dans leur vision, ils embarquent dans des... On a parlé beaucoup des conspirationnistes. Puis c'est pour ça que je trouve que l'éducation ou l'histoire, ça aide beaucoup à mettre en lumière des phénomènes qui sont explicables, on s'entend. Puis moi, j'embarque pas, j'essaie tout le temps de dire aux gens, non, c'est pas vrai que c'est pas des gens qui tirent des ficelles en haut de la planète. C'est des gens comme vous et moi, mais qui prennent des décisions à un moment donné avec leur perception de la réalité. Puis qui assument les conséquences quand ils le font. C'est un peu plus ça qui est complexe. Mais est-ce que je vais embarquer dans le pessimisme que ça va mal aller? J'ai pas l'impression. Je veux dire, au niveau de la médecine, au niveau des connaissances, on embarque dans une phase que ça se déploie encore plus rapidement depuis l'intégration du numérique, Internet. C'est déjà encore une autre fenêtre qui est ouverte à la fin du 20e siècle et qu'aujourd'hui prend en compte énormément d'ampleur. J'ai bien plus l'impression que on va agir d'une différente façon que d'avant, que c'était de régler des conflits par la force, par exemple. Même aujourd'hui, on l'a compris, c'est une des solutions qu'on veut surtout pas faire. Mais il va y avoir d'autres problèmes. On est avec des nouveaux défis aujourd'hui, mais qui sont apparus à partir du 20e siècle, c'est les changements climatiques. C'est pour ça qu'il y a un côté de moi, oui, j'aime ça que tu me précise, Pierre, que je suis optimiste parce que je ne veux pas tomber dans un genre de fatalisme. Je ne le précise pas, j'essaie de le clarifier parce que c'est une bonne chose d'être optimiste. Puis c'est la meilleure attitude. Je veux dire, il n'y a pas de raison objective de dire que le pessimiste devrait l'emporter sur l'optimisme. L'optimisme te permet de voir des opportunités dans un défi. Selon moi, le pessimiste te fait voir le défi dans l'opportunité ou le problème dans la solution. Puis, mais tu sais, je te demande ça parce que on parle du 20e siècle comme étant l'âge des extrêmes, comme le décrit l'historien Eric Hobsbawm. Puis, la montée du conspirationnisme, des fake news, la démocratie comme étant un modèle qui est de plus en plus attaqué de part et d'autre. Plusieurs difficultés financières comme l'érosion de la classe moyenne, au moins aux États-Unis puis dans certaines parties de l'Europe. Tout ça, c'est des phénomènes significatifs. Mais je pense que s'il y a une chose que notre conversation prouve bien, c'est que le 20e siècle nous prouve que à travers les épisodes les plus sombres de l'histoire, comme l'ont été la Première et Deuxième Guerre mondiale, des gains sont tout de même possibles. Parce que le 20e siècle voit pour la première fois des très longues périodes de temps sur des très nombreuses et très grandes régions sans guerre. Ça, c'est un des grands gains du 20e siècle, en dépit de toutes les horreurs que le 20e siècle a causées. Ensuite, le triomphe d'un concept pourtant assez bizarre, qui est qu'un pays valable, c'est une place où les gens votent pour quelqu'un qui va vouloir quitter le pouvoir à un moment donné. Puis ça, c'est une exception avant la Deuxième Guerre mondiale. Le 20e siècle aussi voit enfin le joug impérial sur au moins une centaine de pays qui existent aujourd'hui. Puis ça, c'est pas arrivé dans les autres siècles d'avant. Et puis, moi, en sachant que dans toute cette noirceur-là, il y a différents petits points de lumière, tu sais, je me dis, peut-être qu'il y a des raisons d'être optimiste parce qu'on a des grandes crises, mais on n'a jamais été aussi bien positionné pour gérer ces grandes crises-là. Fait que, tu sais, sachant tout le répertoire de savoir qu'on a accumulé depuis nos erreurs les plus graves en tant qu'humains, il y a pas mal de bonnes raisons de penser que les problèmes qu'on a créés, là, comme le réchauffement climatique, on est capable de sobrement leur faire face. C'est correct si on prend une coupe de bière, mais je veux dire sobrement dans le sens de on n'a pas besoin de se lyncher publiquement.
euh, on est probablement capable, on a probablement déjà des bonnes idées pour résoudre le problème. Puis on le voit, hein? Il y a des éoliennes qu'on construit de plus en plus, qui sont de plus en plus efficaces. Il y a toutes sortes de bonnes idées pour électrifier les autos. Ça devient de plus en plus commercial. Oui. Puis des fois, souvent, j'explique disons à mes élèves, je dis ça de même, mais aux élèves que j'ai, ben c'est que le passé, c'est pas d'accuser, ils ont fait ça, c'est à cause d'eux autres que ça va mal. C'est facile. Mais le reste, non, je pense que le meilleur exemple, c'est de regarder le passé, de faire. Ils ont pris ces décisions-là, ils ont eu ce mode de vie-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour régler? Parce qu'on le sait, c'est ça la cause. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre un peu de recul. C'est un peu difficile des fois, mais je pense que c'est important. Ben, c'est pour ça. Bon côté, peut-être c'est à cause que je pourrais me dire, en tant que personne, je me considère comme progressiste, ben, j'ai l'impression que justement, le 20e siècle, c'est le siècle par excellence qui a fait avancer le progrès humain à des niveaux qu'on ne s'attend pas. Puis même si aujourd'hui, il y a des périodes de noirceur qu'on pourrait dire, il y a des inquiétudes, il y a même des troubles, par exemple la montée d'une forme d'extrême droite qui pourrait faire des allusions un peu à ce qui se passait dans les années 20. C'est normal qu'on va regarder ça. Penses-tu que la montée de l'extrême droite qu'on peut voir dans certains pays, je suppose que tu parles de certains pays d'Europe en particulier? L'Europe, on peut même regarder aux États-Unis, puis même nous autres, même dans le miroir, le Canada, on n'est pas à l'abri. Je suppose que dans ta tête, la comparaison, elle se fait avec Mussolini, avec Hitler. C'est ça, on va faire le phénomène de Godwin. Là. Dès qu'on parle des phénomènes, on va Oh non, arriver j'allais pas parler de Godwin. Je voulais pas arriver là, mais ce que je voulais dire, c'est à quel point, parce que je veux vraiment préciser cette notion-là, je la trouve super pertinente. Je me pose la question, mais tu sais, c'est rare que j'ai des réponses claires quand je me la pose. Il y a eu des partis de droite depuis aussi longtemps, selon moi, qu'il y a eu des démocraties. Oui. Mais on a un discours dominant qui veut qu'il y a une montée des politiques de droite, des partis de droite, des partis d'extrême droite, basés souvent sur un échantillon de 4 à 5 pays, dans lequel les chiffres montent d'1 ou 2 points de pourcentage d'une année à l'autre, si on pense à la France. En fait, moi, j'ai pas d'autres pays en tête. Je me demande à quel point est-ce que la droite, ou plutôt l'extrême droite, parce que faut quand même être nuancé, là. À quel point est-ce que l'extrême droite, selon toi, est en train de monter en ce moment? Ouais, probablement, je dis pas que ça va monter dans les intentions de vote des gens. On le voit souvent, les systèmes politiques, ils permettent pas à ces partis-là de se frayer un chemin vers le pouvoir, heureusement. Ce que je dis, c'est qu'à cause, par exemple, aujourd'hui, de la technologie numérique, par exemple, les médias sociaux, ça leur donne une belle fenêtre d'expression autre que justement être dans la rue ou taper ou ainsi de suite. C'est là la différence un peu. Que ça, c'est le 20e siècle pouvait commencer à ouvrir cette voie-là avec Internet, par exemple. Là, on pouvait créer un réseau un peu autre que un peu clandestin, mais là, d'un coup, que là, ces gens-là peuvent se réunir, mais là, avec Facebook et tous ces médias-là, ben, ça leur permet au moins de prendre plus d'ampleur. Je crois que ce qu'on voit aussi, c'est un peu, comment dire, peut-être un peu pas ce qu'on souhaite voir, mais un peu nos peurs, on dirait, sont des fois mis en avant un peu plus, sont accentués dans les médias. C'est ça que des fois que... la peur, c'est un formidable clickbait, sérieux. Ah, ça marche énormément. Puis le clickbait, c'est un phénomène très typique de notre époque, je dirais. Mais je pense que c'est plus une variation sur un thème qui était très connu. Au temps de la guerre entre les États-Unis puis l'Espagne à Cuba, il y avait la presse jaune. Puis la presse jaune, c'était une presse belliqueuse qui écrivait positivement sur les perspectives de guerre dans lesquelles les États-Unis pourraient apparaître triomphantes. Bon, oui. Puis tu sais, cette idée-là de la presse jaune avec des gros titres en jaune, c'est resté avec nous. Puis tu sais, c'est le clickbait avant le nom. Oui, bien, le 20e siècle aussi, c'est la naissance de la propagande, puis la publicité, la société de consommation, mais déjà, en pensant de la propagande, d'essayer de nous mettre des idées dans la tête que ça, c'est bon, on doit faire ça, on doit aller dans ce sens-là. Ça, on a développé des bonnes techniques, puis comme autant, c'est l'évolution de la psychologie, il y a des gens qui se sont mis un peu dans l'idée comme comment on peut contrôler les gens, ou leur faire des actions qui sont pas vraiment ce qu'ils désirent réellement. Tu viens de nommer vraiment beaucoup de points qui
change la société humaine dans le 20e siècle. La société de consommation était probablement le plus important. Oui. Mais tu sais aussi l'avènement de la psychologie, pour moi c'est l'individualisme aussi qui est facilité par la technologie. Puis s'il y a une chose qui est arrivée durant le 20e siècle, puis qui s'est accentuée depuis les années 2000, c'est bien l'hyper-individualisme. La concentration de l'individu, puis de ses désirs, de ses propres perceptions, la validation des sentiments comme étant une orientation louable du discours public, mais aussi l'espèce de drôle de paradoxe de société que représente la société de consommation. Ouais. Tu sais, je sais que la société de consommation est d'abord une représentation puis en même temps une critique, mais elle a une espèce de vérité omniprésente qui fait que c'est comme si, d'une certaine façon, avec une nouvelle abondance créée par la technologie et la globalisation, on était d'abord et avant tout des consommateurs avant d'être des citoyens. Est-ce que est-ce que tout ça, pour toi, c'est vrai? Est-ce que ça atteint ton optimisme? Ben, c'est vrai que des fois qu'on regarde des campagnes électorales, on va se le dire, là, des affiches, des pancartes, ça ressemble souvent à des vendeurs d'agents immobiliers qui essaient de vendre leurs produits à... Et on pourrait même critiquer qu'au début du 20e siècle, il y avait une pluralité de journaux, mais des débats d'idées. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un vide au niveau du discours politique. Tu penses qu'on a moins de débats d'idées aujourd'hui? Je dirais c'est... En regardant ça, on dirait qu'on va y aller par les sondages au lieu de... Mais tu sais, je dis pas que les idées n'ont pas lieu, les débats ils ont pris une place ailleurs. On va le faire un peu plus sur les médias sociaux, mais confronter quelqu'un, défendre ses idées ou son point de vue de face à face, je crois que les manières ont changé un peu. Moi aussi. C'est ça que j'ai l'impression avant le 20e siècle. On voyait les argumentaires, on voyait les débats, ça pouvait être assez animé. Puis juste se représenter, les gens tenaient leur position, puis même s'ils savaient qu'ils étaient à l'opposé de même les gens qui les entouraient, puis ils décidaient d'avancer, ça loue mon admiration d'une certaine façon. Puis pourtant, même si, par exemple, c'est rare que je vais me dire ça, mais Margaret Thatcher, idéologiquement, j'ai aucun point commun avec cette femme, mais comme personne qui a assumé des décisions avec une certaine fermeté puis un caractère, puis de croire en conviction ses valeurs puis de le faire, elle a regardé, donc j'aurais la misère à la voir aujourd'hui en disant à quelqu'un, excusez Madame Thatcher, mais d'après les sondages, si vous faites ça, vous allez perdre 20% de l'électorat. Ouais. Elle l'aurait fait pareil, parce qu'elle, ça se croyait que c'était sa vision. Fait que je pense qu'on est rendu, c'est ça un peu que je pense qui me déçoit un peu au niveau de notre époque aujourd'hui par rapport à nos politiciens. Là, tu sais. Par rapport à Margaret Thatcher, je dois dire ça parce que c'est récent dans ma tête. Il y a Christopher Hitchens qui, dans une de ses très nombreuses entrevues, parlait de Margaret Thatcher en disant qu'il la préférait à Bill Clinton. Puis on lui demande pourquoi, puis lui il dit c'est une question de caractère. Il dit ok, pouvez-vous élaborer? Il dit ouais, elle préférait paraître tough qu'être aimée. C'était son argument, là. C'est ça qu'il disait. Genre, c'était important pour elle, puis ça la rendait transparente d'une certaine façon. En tout cas, c'était son argument à lui. Et puis, ça, évidemment, c'est un autre segment du 20e siècle. Margaret Thatcher, aux États-Unis, la guerre avec les Falklands. Écoute, il y a tellement de choses qui se passent au 20e siècle qu'au 21e siècle, c'est quasiment difficile d'essayer d'en faire une synthèse. Oui. T'as l'individualisme, t'as la naissance de la société de consommation, t'as l'émergence de la démocratie comme étant un modèle normatif supporté par des normes internationales, surtout à travers l'ONU. Et puis, t'as d'un côté des progrès fantastiques côté vaccination, côté médecine, côté lutte contre plein de maladies endémiques qui handicapaient toutes les sociétés jusqu'au 20e siècle. Ça, on n'en parle jamais assez d'ailleurs. Tu sais, toi puis moi, là, comme tout le monde, on a passé à travers COVID, mais ce qu'on sait pas, c'est que, tu sais, voyager à travers un pays aussi grand que le Canada ou les États-Unis, puis survivre,
Ben, ça se passe grâce au vaccin. Naître, puis survivre à l'âge adulte, sans trop se poser des questions sur si on va vivre l'année prochaine, on doit vraiment beaucoup de choses au progrès de la médecine, Ouais. aux luttes contre les maladies endémiques qui étaient partout. Je veux dire, moi, là, j'ai passé les derniers 3 mois à lire abondamment sur Karl Marx. Puis, je voulais préparer un épisode sur 10 jours de peintage assez intensif de Marx à Paris, quand est-ce qu'il rencontre pour la 2e fois Frédéric Engels. Puis les deux, là, ils viennent souder comme des frères. Fait que je voulais explorer ça. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur une espèce de grande dérive parce que j'ai vu qu'il avait la tuberculose qui avait tué pas mal tout le monde dans la famille de Marx. Son père, pas mal tous ses frères et sœurs. La tuberculose tue vraiment beaucoup de monde. Puis, il n'y a pas de solution. Fait que, tu sais, l'Allemagne, à ce moment-là, là, dans la naissance de Marx, puis ses premières années, puis sa vingtaine même, c'est, ben, je veux dire, la Prusse, dans le fond, la Rhénanie, sont des sociétés assez modernes pour l'époque, assez donc industrialisées, puis aussi assez riches. Ben, la tuberculose vole un enfant sur 4 ou 5. La maladie vole un enfant sur 3, peut-être. À Londres, il y a un enfant sur 4 qui survit ces 5 premières années. À Bruxelles, c'est genre 2 enfants sur 3 qui survivent. Ça change d'une ville à l'autre, mais tu sais, les maladies sont quand même vraiment, vraiment grandes. À Montréal, au début du 20e siècle, il y a un enfant sur 3 qui meurt. Puis tu sais, on s'imagine pas ça aujourd'hui, mais c'est des choses simples. C'est des vaccins, c'est des conditions d'hygiène, c'est une certaine connaissance générale par rapport à la santé, mais tu sais, ça fait qu'il y a des millions de morts qui n'arrivent pas, qui deviennent des scientifiques, qui deviennent des ingénieurs, qui deviennent des fermiers, qui deviennent un paquet de monde. C'est fou, là. En situation de handicap, on a développé... t'as perdu un bras, mais là, on est capable de développer des techniques qui vont reconstituer des membres. Et on s'en vient vers des prouesses qu'on n'aurait jamais pensé avant. Autant que j'aime d'autres périodes de l'histoire. J'adore la période de romaine de l'Antiquité. J'adore le Moyen-Âge. Mais ma réalité, ce serait refaire peut-être une reconstitution historique. Vivre ça de cette façon-là, certainement. Envoie-moi une machine à voyager dans le temps, puis m'envoie-moi dans certaines de ces périodes-là. Et... OK, je sais pas. Ben écoute, on s'entend que si je te mets dans une machine à remonter le temps, tu risques de complètement scraper la patente puis faire un trou dans l'espace-temps. Est-ce que tu n'as pas écouté Retour vers le futur? Frank, come on! Come on, Frank. On est déjà sérieux, là. On fait un podcast. Je sais pas. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Oui, grande réplique. D'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a absolument aucun rapport avec le sujet du podcast, mais c'est correct parce que je le permets. Dans A Million Ways to Die in the West de Seth MacFarlane, on voit une grange dans laquelle il y a le doc de Back to the Future. Oui, qui était dans le 3. Là. Quel merveilleux Easter egg. Fait que dans le fond, là, Frank, ce qu'on a vu dans ce show-là, dans cet épisode-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le 20e siècle, puis le 20e siècle a des échos dans le 21e siècle. Le 20e siècle est le siècle qui est le plus près de nous, pas juste temporellement, mais culturellement, économiquement, socialement, politiquement, peut-être même idéologiquement. On y trouve les excès, les pires excès de toute l'histoire de l'humanité, avec des massacres à échelle industrielle, avec pour la première fois une façon d'oblitérer toute l'humanité en un cliquement de doigt de main, ou en tout cas dans une pression sanguine d'un seul doigt sur un petit bouton nucléaire. Et en même temps, on voit la libération inconditionnelle de tout un tas de pays qui, jusque-là, ont vécu seulement sous le joug et l'arbitraire de puissances étrangères. On voit d'étonnants, très profonds progrès de la médecine qui fait qu'une jeune mère ne va pas s'inquiéter de perdre tous ses 5 enfants dans les 5 prochaines années. On voit l'avènement de tout ce que toi t'aimes dans l'histoire, c'est-à-dire le cinéma, la musique. On voit du beau, on voit du très sombre, on voit 50 nuances de gris, mais en même temps, 50 000 raisons d'avoir de l'espoir pour le futur, puis en même temps, probablement 50 000 raisons d'avoir beaucoup, beaucoup de pessimisme par rapport au progrès humain. Mais tu sais, soyons honnêtes, le 20e siècle est une période de changement, dans laquelle le changement apporte autant de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Puis sais-tu quoi? Je pense que ça reste pertinent aujourd'hui. Je pense qu'on va conclure le podcast avec ça. Le 21e siècle, qui est notre époque, c'est une époque d'opportunité, c'est une époque de risque, c'est une époque d'extrémité, c'est une époque
qui est aussi pleine de gens avec des bonnes intentions qui veulent faire des bonnes choses. Puis le monde est complexe, puis il est vaste, puis c'est la raison pour laquelle on fait le podcast. Puis c'est la raison pour laquelle moi, je vous invite, vous, là, qui nous écoutez ou qui nous regardez, en fait, je sais pas qu'est-ce que vous faites, je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton « Abonnez-vous », devenez nos amis, écrivez-nous, suggérez-nous des sujets, et puis vous ne serez pas déçus. Fait que je vous dis cheers, puis je dis à toi, Frank, merci de ton intérêt pour le 20e siècle. Ouais, merci beaucoup, puis merci à l'invitation. Ben non, merci d'avoir été là. On va prendre une petite gorgée ensemble, Ouais. là, un petit toast historique. Un toast au 20e siècle. Voilà, c'est dit. Cheers!